Bonjour, je vais vous parler de la double défibrillation dans le cadre des arrêts cardiaques réfractaires à l'occasion de la sortie de la première étude randomisée sur ce thème au mois de novembre 2022. Avant de commencer, ça passe pas. Ouais, ah, c'est bon. Premièrement, l'enjeu de la question de l'arrêt cardiaque, premièrement, en termes d'incidence, on a 67 à 170 à peu près arrêts par 100 000 personnes en Europe, avec une grande variabilité de survie de 0 à 18% selon le type d'arrêt, selon la région où il survient. En France, sur la dernière étude dont on dispose, qui date de 2018, on avait 46 000 arrêts par an, avec un âge moyen de 68 ans. Dans 75% des cas, l'arrêt se produisait au domicile et le taux de survie de ces arrêts cardiaques extra-hospitaliers était de grosso modo 5% et augmentait à 10% si le massage cardiaque était effectué assez rapidement. Le concept de la défibrillation, double défibrillation, c'est pas un nouveau concept, c'est un concept qui existait déjà dans les années 80, qui a été abandonné à la fin des années 80 parce que il y avait pas eu d'études randomisées, il y avait eu quelques cas rapportés, des registres qui montraient pas le bénéfice de cette technique. Le principe, c'est de mettre un deuxième set de patchs, en plus des patchs classiques en antérolatéral, pour délivrer un deuxième choc qui sera, on va le voir. Donc, le choc classique en antérolatéral, on voit que les vecteurs de dépolarisation n'atteignent pas toute la masse cardiaque, et les alternatives qui avaient été testées, en premier lieu, c'était le choc antéro-postérieur qui couvrait plus de masse myocardique, en particulier sur le muscle, sur le VG, ou bien la double défibrillation qui consiste en fait à mettre un premier patch en antérolatéral classique et un deuxième patch en antéro-postérieur. Deux techniques étaient utilisées. C'était soit le double choc simultané, où on activait les deux, on délivrait deux chocs en même temps, ou la deuxième technique où on faisait un choc avec avec un petit délai, ce qu'on appelle un choc séquentiel. Donc, les hypothèses physiopathologiques pour justifier ces chocs. Donc, la première théorie, c'était la power theory, c'est-à-dire plus on envoie de jus, plus on a de chances de remettre les cellules en rythme sinusal. La deuxième hypothèse, c'était la setting up theory, c'est-à-dire que en délivrant un premier choc, on abaissait le seuil défibrillatoire des cellules myocardiques, et donc on augmentait les chances d'avoir un choc réussi sur le deuxième. Et l'autre théorie, c'était d'avoir des vecteurs multiples, à savoir en combinant le vecteur antérolatéral et antérieur, on était censé couvrir tout le muscle cardiaque. Donc, dans ce contexte, la première étude randomisée sur la double défibrillation dans les dans les arrêts cardiaques réfractaires, parue dans le New England au mois de novembre 2022, c'était une étude canadienne multicentrique prospective et contrôlée, randomisée avec un crossover. Donc, il y avait trois groupes. Groupe standard, où ils pratiquaient sur toute la durée de la réanimation un choc électrique
en antérolatéral. Le deuxième groupe où il faisait un changement de vecteur, c'est-à-dire après le troisième choc, il passait en antéro-postérieur. Et le troisième groupe, c'était une double défibrillation séquentielle, c'est-à-dire il commençait par faire une défibrillation soit en antérolatérale, soit en antéro-postérieur, suivie par une défibrillation dans le sens opposé après le troisième choc. Petite particularité de la prise en charge extra-hospitalière, c'était 100% des paramédicaux, c'est des infirmiers qui réalisaient la réanimation et la gestion extra-hospitalière des arrêts cardiaques dans la région du Canada. Il n'y avait pas de médecin présent sur place. Donc l'étude incluait six centres hospitaliers de la région de l'Ontario. Avec une population à peu près de 6 millions, je crois. Ouais. Donc, en gros, sur les dernières statistiques d'arrêt cardiaque en Amérique du Nord, il y avait 350 000 arrêts par an, avec 100 000 sur rythme choquable, c'est-à-dire fibrillation ventriculaire ou tachycardie ventriculaire sans pouls. Par contre, la fibrillation ventriculaire réfractaire ne représentait que 0,5 à 0,6% pour 100 000 habitants, ce qui représente vraiment une niche. Donc, la technique ne devrait pas avoir. Donc, en premier lieu, c'est le schéma de crossover. C'est-à-dire, il y avait un groupe qui était initialement affilié à la prise en charge standard pendant 6 mois, où ils faisaient que ça sur tous les arrêts dans lesquels ils intervenaient. Ensuite, les 6 prochains mois, ils changeaient de groupe, c'est-à-dire ils passaient, par exemple, à la défibrillation antérolatérale, puis les 6 prochains mois, ils faisaient l'autre. Donc, l'objectif principal de l'étude, c'était d'évaluer la double défibrillation séquentielle et la défibrillation antérolatérale, antéro-postérieure plutôt, en comparaison avec la défibrillation standard qui était l'antérolatérale. Donc, les critères d'inclusion, c'était tous les arrêts des sujets de plus de 18 ans qui étaient présumés d'étiologie cardiaque sur un mode FV ou TV sans pouls et avec absence de reprise d'un rythme spontané ou d'arrêt de la FV après l'analyse du rythme au décours du troisième choc délivré. Les patients qui étaient exclus, c'était les arrêts traumatiques, les patients qui avaient pour consigne d'être non réanimatoires, s'il n'y avait pas de FV ou TV et si les patients n'avaient pas reçu les 3 chocs au préalable. Étaient exclus aussi les patients qui étaient initialement pris en charge par un autre service ne participant pas à l'étude. Donc, la gestion des arrêts était basée sur les recommandations de l'ACC qui étaient mises à jour en 2015. Donc, devant l'arrêt, si le patient était dans avait un rythme choquable plutôt, c'est-à-dire TV, sans pouls ou FV, il recevait un premier choc, puis réanimation pendant 2 minutes, puis évaluation du rythme. S'il est toujours en rythme en FV, TV, donc deuxième choc, puis reprise de la réanimation pendant 2 minutes, puis évaluation et troisième choc. C'est au-delà du troisième choc, si le patient était toujours en TV ou FV, qu'il était inclus dans l'essai pour recevoir soit la thérapie standard, soit les 2 autres options. Les patients donc qui avaient un arrêt sur le mode asystoline n'étaient pas inclus dans l'étude. Donc, les critères de jugement de cette étude, le critère principal, c'était la survie à la sortie de l'hôpital. Les autres critères étaient l'arrêt de la FV, le retour en rythme sinusal et un bon résultat neurologique évalué par le score de ranking. Que voilà. Donc, le score de ranking
En gros, le bon score c'était les scores inférieurs ou égaux à 2, c'est-à-dire, en gros, le patient, soit il n'avait pas de symptômes, soit des symptômes minimes ou mineurs, mais dans tous les cas, le patient était autonome et n'avait pas un retentissement important sur sa vie courante. Donc, comme je l'ai déjà dit, la fibrillation ventriculaire réfractaire était définie par la présence d'une fibrillation ventriculaire lors de la troisième analyse après les 3 premiers chocs, c'est-à-dire que le patient pouvait avoir eu de la FV, récupérer un rythme sinusal, puis repasser en FV, et il était quand même considéré comme en fibrillation ventriculaire réfractaire. Donc, sur l'hypothèse statistique initiale de supériorité des deux techniques, à savoir la double défibrillation et l'antéro-postérieure sur la standard, le nombre nécessaire de patients à inclure pour avoir une puissance suffisante de l'étude et pouvoir démontrer une différence statistiquement significative était de 930, soit 310 patients par bras. Les inclusions ayant commencé en 2018, elles ont dû être arrêtées en 2020 à cause de la pandémie. Donc, seulement 450 patients ont pu être évalués pour l'éligibilité et finalement, 405 patients ont été randomisés dans l'étude, soit moins de la moitié de l'effectif initialement prévu. Les patients ont été répartis en gros sur 33% ont été assignés à un traitement standard, c'est-à-dire après les 3 premiers chocs en antérolatéral et en antérolatéral, oui, ils poursuivaient la réanimation sur ce mode. 35% étaient affiliés à un choc latéral après les 3 premiers et 30% pour une double défibrillation. Mais au final, même parmi les patients qui étaient affiliés à la double défibrillation, seulement 107, c'est-à-dire pas tout l'effectif a reçu la double défibrillation, et ceci parce que il n'y avait pas forcément un deuxième défibrillateur toujours présent sur les lieux de l'arrêt. Donc, les caractéristiques des patients étaient à peu près semblables. Ils avaient en moyenne 64 ans d'âge, majoritairement des hommes à 80%, avec une médiane de réponse de 7 minutes pour les deux groupes. Sur la médiane du début de l'arrêt de l'appel initial jusqu'au premier choc, c'était aussi comparable, il y avait 10 minutes. Le nombre de chocs nécessaires pour avoir un rythme sinusal était aussi comparable dans les 3 groupes, à savoir 5,5, quel que soit le mode de défibrillation choisi. Les patients avaient reçu quasiment en même proportion les antiarythmiques, amiodarone, lidocaïne et épinéphrine. Et donc, les résultats, donc sur les critères, le critère principal qui était la survie en sortie d'hospitalisation, la double défibrillation séquentielle faisait mieux que la défibrillation standard avec 30% de survie versus 13%. Et également pour la défibrillation antérolatérale, qui faisait mieux que la classique avec 21 versus 13% de survie à la sortie, avec une P significative à 0,09. Par contre, sur les critères secondaires, seule la double défibrillation séquentielle montrait une supériorité sur les résultats, à savoir l'arrêt de la FV
le retour à un rythme sinusal, ainsi que le statut neurologique meilleur, avec 27 versus 11%. Cependant, pour la défibrillation antérolatérale, sur les critères secondaires, hormis l'arrêt de la fibrillation, le reste, c'est-à-dire le retour sinusal et le statut neurologique, les résultats n'étaient pas significatifs. Donc, en gros, les résultats étaient majoritairement positifs pour la double défibrillation sur le critère principal et faiblement, disons, supérieur pour l'antérolatérale en termes de résultats de critères primaires, mais pas pour les critères secondaires. Les limites de cette étude, c'était le nombre de patients qui étaient initialement fixés à 900, 930, mais au final, il n'y a eu que 400 inclusions, donc même pas la moitié. Donc, l'étude n'était pas suffisamment puissante pour pouvoir affirmer ces résultats. Deuxième écueil, c'était la fragilité des résultats sur la défibrillation antéro-postérieure. Et le troisième point, c'était la gestion des arrêts cardiaques intra-hospitaliers et la gestion post-arrêt qui n'était pas standardisée et qui était différente sur les 6 régions qui ont participé à l'étude. Donc, en pratique, doit-on faire la défibrillation, double défibrillation pour les arrêts réfractaires? Pour le moment, non. Les recommandations américaines qui avaient updaté leurs recommandations pour la réanimation n'ont toujours pas inclus la double défibrillation dans les arrêts réfractaires, de même pour les recommandations ESC. Donc, pour le moment, c'est plutôt non. Les points positifs plutôt de cette étude, c'est que c'est la première étude randomisée de cette envergure qui a tenté d'utiliser cette technique qui, sur le plan physiopathologique, paraissait prometteuse, mais il n'y avait pas réellement d'études qui avaient évalué ce concept. Et je vous remercie.